Bonjour à toutes et à tous. Nous allons plonger dans l'histoire de la linguistique pour comprendre comment les systèmes d'écriture ont émergé et en quoi ils se distinguent de la parole orale. L'objectif n'est pas seulement de retracer une succession d'inventions techniques, mais de mieux saisir deux manières complémentaires de faire exister la langue, l'oral et l'écrit. Tout au long de cette présentation, nous verrons que ces deux formes ne sont pas simplement deux versions équivalentes d'un même code. Elles renvoient à des logiques différentes, à des usages différents et à des modes différents de transmission de la pensée, de la mémoire et du savoir. Nous verrons d'abord pourquoi l'oral constitue la base naturelle du langage, alors que l'écrit représente une extension culturelle. Puis nous comparerons leurs dynamiques respectives avant de remonter dans l'histoire des systèmes graphiques, depuis les premiers pictogrammes jusqu'aux alphabets, aux chiffres et aux supports modernes de l'écrit. Commençons par briser un mythe très répandu. L'écrit n'est pas supérieur à l'oral. Nous avons déjà évoqué l'idée que la parole et l'écriture ne sont pas deux formes identiques d'expression. Elles occupent des rôles différents. Ici, l'idée centrale est la suivante. L'écrit est une représentation a posteriori de l'oral. Autrement dit, l'oral fournit la base naturelle et l'écrit en constitue une extension culturelle, secondaire et apprise. On peut résumer cela en une phrase. L'oral est une compétence primaire, acquise naturellement et de manière intuitive, tandis que l'écrit est une construction culturelle secondaire, dépendante d'un apprentissage formel et d'institution. Quand on dit que l'écriture est une représentation a posteriori de l'oral, cela signifie que, historiquement comme cognitivement, les langues se développent d'abord comme systèmes oraux. Les sons, les structures syntaxiques, les habitudes discursives et les conventions pragmatiques apparaissent dans l'usage parlé avant d'être stabilisées ou standardisées par l'écrit. L'écriture traduit, fixe et organise ces éléments, mais elle ne les crée pas à partir de rien. Autrement dit, une langue n'attend pas l'écriture pour exister. Elle vit déjà dans la bouche et dans l'esprit des locuteurs. Ce sont les usages parlés qui précèdent la trace graphique. Il faut aussi insister sur le fait que chaque langue possède une grammaire interne. Les locuteurs natifs maîtrisent inconsciemment des règles complexes. Ils comprennent et produisent des phrases correctes sans avoir besoin de consulter des règles explicites. Ils savent intuitivement ce qui se dit ou ne se dit pas, même s'ils ne sont pas capables d'expliquer grammaticalement pourquoi. L'écrit, en revanche, implique souvent des règles explicites, orthographe, ponctuation, segmentation en phrases, découpage en paragraphes, conventions textuelles, normes administratives ou scolaires. Il a besoin d'être transmis et stabilisé par des institutions, notamment l'école, l'administration, les traditions savantes et les pratiques éditoriales. Cela entraîne des conséquences pédagogiques très importantes. Enseigner la langue écrite ne revient pas simplement à mettre l'oral sur le papier. L'apprentissage de l'écrit demande des méthodes spécifiques, apprendre à segmenter, à planifier son propos, à organiser un texte, à réviser, à reformuler, à tenir compte d'un lecteur absent. Il mobilise donc des compétences distinctes, liées à la mémoire externe, à l'organisation linéaire du discours et à la maîtrise de conventions graphiques. Sur le plan socioculturel, l'accès à l'écrit est souvent lié à l'accès au pouvoir, à l'administration, à l'archive et à la mémoire institutionnelle. Certaines communautés transmettent encore une grande partie de leur culture, principalement par l'oralité, ce qui influence la manière dont les savoirs, les récits et les normes circulent. Prenons un exemple concret. Un enfant peut raconter une histoire oralement de façon cohérente très tôt. En revanche,
produire cette même histoire à l'écrit sous une forme structurée, orthographiée, ponctuée et organisée demande un apprentissage long et guidé. Ainsi, considérer l'oral comme la fondation et l'écrit comme une extension permet de mieux comprendre pourquoi les deux modes obéissent à des logiques différentes et pourquoi l'enseignement de l'écrit doit être ciblé et spécifique. Dans la suite, nous allons approfondir cette asymétrie en comparant plus précisément la diversité linguistique, la nature naturellement acquise du code oral, la fonction historique et mémorielle de l'écrit, ainsi que la différence entre maîtrise intuitive et apprentissage réfléchi. Posons maintenant un cadre plus clair. Il ne s'agit pas seulement de comparer deux formes de langage, mais deux modes d'existence et de transmission linguistique. L'oral et l'écrit ne sont pas simplement deux supports différents d'un même contenu, ce sont des systèmes qui remplissent des fonctions distinctes et qui imposent des exigences différentes. 4 différences majeures permettent de comprendre cette asymétrie. La diversité des langues parlées par rapport aux langues écrites, la nature acquise de l'oral, la fonction historique de l'écrit et la différence entre la maîtrise intuitive de la grammaire orale et la réflexion requise pour l'écrit. Commençons par la diversité linguistique. On estime qu'il existe entre 4000 et 8000 langues parlées à travers le monde, mais seulement environ 350 langues disposent d'un système d'écriture formel. Cela signifie que moins de 10% des langues parlées possèdent un système graphique stabilisé. Cette disproportion souligne le caractère technologique, sélectif et historiquement situé de l'écrit. Autrement dit, la majorité des langues humaines se transmettent avant tout, voire exclusivement, par l'oralité. Cela a des conséquences importantes pour la préservation culturelle, la transmission intergénérationnelle et la documentation linguistique. Certaines communautés disposent de systèmes oraux extrêmement riches, avec un vocabulaire précis, des formes narratives élaborées et des traditions discursives complexes, sans que ces ressources soient nécessairement capturées par un système écrit standard. Deuxième point, la nature du code oral. Le langage oral repose sur un ensemble d'unités sonores acquises naturellement par immersion. Les enfants apprennent à parler en écoutant, en imitant, en interagissant. Cet apprentissage se fait sans enseignement scolaire formel. Il est implicite, souvent rapide et remarquablement robuste. Cela a une conséquence pratique. Les compétences orales peuvent varier fortement selon les contextes sociaux, les registres de langue, les situations de communication et les pratiques interactionnelles propres à chaque communauté. Troisième point, la fonction de l'écrit. L'écrit exige un apprentissage formel. Il faut apprendre à reconnaître les signes, à les produire, à les combiner et à interpréter leurs conventions. Historiquement, l'écrit apparaît d'abord comme un support de mémoire, comptabilité, loi, inventaire, archives. Ce n'est que progressivement qu'il devient aussi un moyen de communication plus général, durable et transmissible à distance. L'accès à l'écrit permet de transmettre le savoir sur de longues périodes, de standardiser certaines formes de langue et d'instituer des normes communes. Mais il peut aussi créer des barrières sociales lorsque l'alphabétisation n'est pas généralisée. Quatrième point, la connaissance intuitive. Un locuteur maîtrise généralement sa grammaire orale sans effort conscient.
Il sait parler sans toujours pouvoir expliquer les règles qu'il applique. Cette compétence est tacite. À l'inverse, l'écrit impose souvent une structure réfléchie, un travail de planification, des choix lexicaux plus normés, une organisation textuelle, une relecture et une révision. C'est une des raisons pour lesquelles écrire prend du temps et mobilise des stratégies d'édition que l'oral n'exige pas de la même manière. En résumé, l'oralité est naturelle, située, dynamique et intuitive. L'écrit est appris, durable, plus détaché du contexte immédiat et organisé selon des conventions explicites. Ces différences ont des implications majeures pour l'éducation, la préservation des langues et la compréhension même de ce qu'est communiquer. Nous allons maintenant poursuivre en examinant plus précisément les dynamiques temporelles et spatiales de l'oral et de l'écrit, afin de mieux comprendre leurs mécanismes respectifs. Réfléchissons maintenant à la manière dont le temps et l'espace façonnent le fonctionnement du langage. La langue orale et la langue écrite se distinguent selon plusieurs dimensions, ce qui montre qu'il ne s'agit pas simplement de deux versions d'un même code, mais de deux systèmes façonnés par des contraintes et des finalités différentes. L'idée principale est la suivante. Le langage oral se déroule dans le temps et reste fondamentalement interactif, tandis que le langage écrit occupe l'espace et est généralement produit et reçu à des moments différents. Ces différences temporelles et spatiales influencent la structure, la correction, l'acquisition et l'interaction. Commençons par la communication. À l'oral, la communication est généralement concomitante et bidirectionnelle. Elle se déroule en temps réel. Les interlocuteurs peuvent poser des questions, demander des clarifications, réagir par des rires, des gestes, des expressions du visage ou d'autres indices non verbaux. Le sens se construit sur le vif, dans l'échange. Cela rend l'oral particulièrement adaptatif. À l'écrit, la communication est souvent différée et unidirectionnelle. L'auteur encode un message, puis le lecteur le décode plus tard, parfois dans un tout autre contexte. Le retour peut être tardif ou inexistant. L'auteur doit donc anticiper les malentendus, expliciter davantage et construire un texte plus autonome. Passons à la structure. La parole est linéaire. Elle progresse dans le temps, un énoncé après l'autre, portée par le flux de la conversation et les limites de la mémoire immédiate. Cela favorise les unités plus courtes, les répétitions, les reformulations et les marqueurs de cohérence, comme les connecteurs ou les reprises. L'écriture, elle, est spatiale. Les idées peuvent être disposées en paragraphes, titres, sous-titres, listes, colonnes ou autres formes visuelles. Le lecteur peut revenir en arrière, survoler, comparer des sections, relire un passage. Cette organisation spatiale rend possible des argumentations plus complexes et une navigation non linéaire. En ce qui concerne la correction, l'oral accepte naturellement les hésitations, les ajustements, les autocorrections et les reformulations. Ces marques ne sont pas des défauts. Elles témoignent du traitement en temps réel du langage et peuvent même avoir des fonctions sociales, comme ménager l'interlocuteur ou signaler une réflexion en cours. L'écrit, au contraire, laisse une trace. Le texte persiste. Les modifications sont plus intentionnelles. Les ratures, les corrections, les révisions comptent précisément parce que le texte demeure.
Cette permanence encourage une planification plus minutieuse et souvent une plus grande formalité. Concernant l'acquisition, les individus acquièrent généralement la langue parlée naturellement, par immersion et interaction. Les enfants apprennent à parler bien avant d'apprendre à lire ou à écrire. L'alphabétisation, elle, est généralement transmise de manière explicite par un apprentissage formel, avec des règles et des conventions à mémoriser et à pratiquer. Enfin, l'interaction. À l'oral, la réponse de l'autre est immédiate. Cela permet une véritable négociation du sens, tour de parole, rectification, demande d'éclaircissement, co-construction des idées. À l'écrit, l'interlocuteur est souvent absent. L'auteur doit donc concevoir son message pour des lecteurs divers, potentiellement éloignés, et pour des interprétations qu'il ne peut pas corriger sur le moment. Ces différences ont des implications concrètes. Parce que la parole permet une correction immédiate, elle tolère davantage l'ambiguïté et s'appuie fortement sur le contexte. Un locuteur peut rectifier une erreur dans l'instant. Un auteur, lui, devra souvent attendre une réédition, un erratum ou une réponse écrite pour corriger son propos. Dans les contextes professionnels aussi, le choix du support est révélateur. Une information urgente ou une clarification rapide se prête bien à l'oral. En revanche, un rapport complexe destiné à être conservé, consulté et archivé nécessite l'écrit. Nous allons maintenant passer de ces différences de support à un autre aspect essentiel, la hiérarchie des signes eux-mêmes. Nous verrons comment différents systèmes d'écriture, pictogrammes, idéogrammes, systèmes syllabiques et alphabétiques, établissent chacun à leur manière un lien entre la forme et le sens. Pour poursuivre notre réflexion, regardons maintenant comment les systèmes d'écriture se répartissent selon leur degré d'abstraction, du plus concret au plus arbitraire. Une hiérarchie des signes se dégage. Pictogrammes, idéogrammes, systèmes syllabiques et systèmes alphabétiques. À chaque niveau, la relation entre le signe et la réalité qu'il représente se transforme. Commençons par les pictogrammes. Ce sont des dessins qui renvoient directement à un objet perceptible. Une image de bœuf peut signifier un bœuf. Une jarre peut signifier un récipient. Leur force réside dans leur iconicité. Le lien entre le signe et l'objet est visuellement évident. Cela les rend relativement faciles à comprendre sans apprentissage complexe. Mais cette force est aussi leur limite. Ils expriment difficilement les idées abstraites, les relations grammaticales ou les notions qui ne se laissent pas dessiner. Les premières tablettes comptables mésopotamiennes utilisaient précisément ce type de signes. Viennent ensuite les idéogrammes. Ici, le signe ne représente plus simplement un objet matériel, mais une idée ou un concept. On peut imaginer un symbole pour jour, paix, pluie ou pouvoir. Les idéogrammes réduisent la dépendance à la ressemblance visuelle immédiate, mais ils nécessitent davantage de conventions culturelles pour être interprétés correctement. Ils permettent néanmoins d'exprimer des notions plus générales ou plus abstraites. Troisième étape, les systèmes syllabiques. Dans ces systèmes, chaque signe correspond à une syllabe complète. Par exemple, ba, na, ti. C'est un tournant décisif. On passe d'une relation directe entre image et objet à une relation phonographique où le signe commence à représenter du son. L'avantage est considérable.
On peut désormais écrire des mots qui n'ont pas de contrepartie picturale évidente et transcrire plus souplement des langues variées. Enfin, les systèmes alphabétiques poussent encore plus loin l'abstraction. Ici, chaque signe représente un phonème, c'est-à-dire une unité sonore minimale. C'est le système le plus économique en nombre de signes et l'un des plus efficaces pour rendre la phonologie d'une langue. Mais il demande une abstraction plus poussée. Il faut être capable d'analyser le flux sonore en unités minuscules et distinctes. Si l'on considère l'ensemble, on observe une progression logique. L'être humain commence par dessiner le monde concret, puis il apprend à coder des idées, ensuite des syllabes, puis enfin des sons élémentaires. Cette évolution répond à des besoins communicationnels croissants. Passer de la simple gestion locale des biens à l'expression d'idées complexes, puis à la transmission de discours et de textes. Il est intéressant de noter que chaque niveau conserve souvent des traces du précédent. Les alphabets et les syllabaires ont fréquemment une origine pictographique ou idéographique visible dans l'histoire de leur forme. Nous allons maintenant examiner l'origine concrète de cette progression en revenant aux tout premiers usages de l'écriture en Mésopotamie, où elle naît d'abord comme outil comptable et mémoire des stocks. Après avoir vu comment les premiers signes s'organisent dans une hiérarchie allant du concret à l'abstrait, revenons maintenant au moment où l'écriture apparaît véritablement sous la forme d'inventaires pictographiques. L'écriture apparaît en Mésopotamie vers 3300 avant notre ère, à partir d'un besoin très concret, la comptabilité. Il est important de le rappeler clairement. L'écriture ne naît pas d'abord de la poésie, de la littérature ou de la philosophie. Elle naît de la nécessité pratique de compter, d'archiver et d'administrer. Les premières sociétés urbaines ont besoin de suivre les têtes de bétail, les sacs de grains, les rations, les échanges et les stocks. Les premières tablettes sont donc des registres de gestion. On peut les comparer, toutes proportions gardées, à des ancêtres très lointains de nos tableaux comptables ou de nos tableurs. La méthode utilisée est simple. On représente les objets de manière iconique. Un bœuf est représenté par une image de bœuf, une amphore par une image de récipient, et ainsi de suite. Ces pictogrammes sont gravés ou tracés sur des tablettes sumériennes pour servir d'aide-mémoire lors des opérations de gestion. Cette solution est à la fois intuitive et efficace. Elle permet de garder la trace de biens, de transactions et de quantités dans un environnement administratif de plus en plus complexe. Le support en argile est durable et transportable, ce qui facilite les échanges entre palais, temples, commerçants et administrateurs. Avec le temps, ces dessins se simplifient. Ils deviennent moins descriptifs et plus conventionnels. Le signe cesse peu à peu d'être une illustration fidèle pour devenir un repère graphique suffisant à évoquer la réalité concernée. Cette stylisation marque une première étape vers l'abstraction de l'écriture. Autrement dit, le signe devient une copie simplifiée de la réalité empirique. Il ne cherche plus à reproduire l'objet avec précision, mais à permettre sa reconnaissance rapide dans un système administratif. Il fonctionne comme un aide-mémoire efficace pour gérer des stocks, des échanges et des obligations. Ces tablettes révèlent beaucoup sur l'organisation sociale de l'époque. Si l'on ressent le besoin d'enregistrer, c'est qu'il existe déjà une économie structurée, des échanges réguliers, une administration stable et des formes de pouvoir qui nécessitent de la traçabilité.
Le passage du concret à la convention est donc capital. Il montre comment une technique purement utilitaire peut évoluer vers un système symbolique plus élaboré. À partir d'une fonction pratique de mémoire et de gestion, l'écriture commence à se détacher de l'objet immédiat pour devenir un véritable système de signes. Dans la diapositive suivante, nous verrons comment cette trajectoire se poursuit avec le passage à l'idéogramme, c'est-à-dire à des signes capables de noter des concepts invisibles et non plus seulement des objets tangibles. Poursuivons maintenant notre exploration des écritures en nous concentrant sur le moment où le signe cesse d'être seulement l'image d'un objet et devient une idée. L'idéogramme transforme le signe en une unité de sens abstraite. Le point central est qu'un signe n'a plus besoin de ressembler directement à ce qu'il désigne. Il devient une représentation codée d'un concept minimal, précis et partageable. Autrement dit, le signe ne renvoie plus directement à un objet physique ou à une image concrète. Il devient une unité de sens. Il peut condenser une notion, une relation, une idée générale. Cela permet d'élargir considérablement les possibilités de l'écriture. On peut penser à un caractère qui signifie arbre, non pas parce qu'il reproduit fidèlement la silhouette d'un arbre, mais parce qu'il renvoie conventionnellement au concept d'arbre. À ce stade, l'écriture se détache de la simple ressemblance visuelle et entre davantage dans le domaine de la conceptualisation. Cela facilite la concision, mais aussi la richesse sémantique. Un seul signe peut évoquer une notion générale, parfois même un champ sémantique entier avec des associations culturelles implicites. L'exemple mis en avant ici est celui des kanji, introduits au Japon vers le Ve siècle. Cet exemple est particulièrement intéressant parce qu'il montre que deux peuples distincts peuvent partager un même système écrit, même si leurs usages oraux diffèrent fortement. Deux locuteurs ne prononçant pas nécessairement les mêmes sons peuvent néanmoins lire un même caractère et en comprendre le même concept. C'est l'une des forces des systèmes idéographiques. Ils peuvent servir de pont culturel. On peut imaginer deux personnes parlant des langues ou des variétés très différentes, mais lisant le même symbole pour montagne ou pour arbre et accédant à la même unité de sens. Le système idéographique privilégie donc le concept plus que la sonorité. Dans ce type d'écriture, on peut accéder au sens indépendamment ou partiellement indépendamment de la prononciation exacte. C'est pourquoi une base d'environ 2000 kanji suffit déjà, dans la pratique moderne, à couvrir une grande partie des textes courants, comme la presse, la correspondance ou les lectures quotidiennes. Cette organisation a des implications pédagogiques et sociales importantes. La maîtrise de l'écrit repose ici sur l'apprentissage d'un vaste répertoire de formes visuelles et de valeurs sémantiques, et moins sur une simple déduction phonétique. Cela demande un investissement cognitif important, notamment en mémoire visuelle. Il faut toutefois souligner que, dans de nombreux systèmes historiques et contemporains, la frontière entre idéographie pure et usage phonétique n'est jamais totalement absolue. Certains systèmes combinent les deux, ce qui nous amène justement à la diapositive suivante, celle des systèmes mixtes ou idéophonogrammes. Imaginons maintenant une écriture capable à la fois de montrer, de nommer et de faire entendre. C'est exactement ce qui caractérise les systèmes mixtes, comme les hiéroglyphes égyptiens. Dans ces systèmes, un signe peut avoir plusieurs fonctions. Il peut représenter l'objet qu'il montre, coder un son ou une combinaison de sons, et être complété par des signes destinés à préciser le sens. L'écriture devient alors une sorte de rébus sophistiqué, lisible à plusieurs niveaux.
Commençons par l'idéophonogramme. Ici, un même signe peut représenter une idée abstraite ou servir à coder une valeur phonétique. Selon le contexte, un signe figurant un animal, par exemple, peut désigner l'objet lui-même ou être utilisé pour sa valeur sonore dans un autre mot. Ce mécanisme est extrêmement efficace car il permet d'économiser des signes tout en autorisant une grande souplesse d'écriture. Viennent ensuite les déterminatifs. Ce sont des signes ajoutés pour préciser ou lever l'ambiguïté du sens d'un mot écrit. Ils ne se lisent pas phonétiquement, ils jouent un rôle sémantique. Ils peuvent indiquer, par exemple, qu'un mot appartient à la catégorie des personnes, des actions, des plantes ou des lieux. On pourrait les comparer à des balises visuelles qui orientent l'interprétation. Les hiéroglyphes égyptiens illustrent parfaitement cette logique. Longtemps, on a cru qu'ils constituaient un système purement symbolique ou exclusivement religieux. Mais Champollion a montré, en 1821, qu'il fonctionnait comme un système mixte où l'image se lie au son. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de l'écriture égyptienne et, plus largement, des systèmes anciens. La composition interne de ces systèmes est fascinante. Un même signe peut alterner entre valeurs figuratives et valeurs phonétiques selon le contexte lexical et syntaxique. Cela signifie que le lecteur doit mobiliser à la fois une lecture sémantique et une lecture phonétique. Il faut comprendre ce que le signe représente, mais aussi entendre ce qu'il peut faire entendre. C'est pourquoi on dit souvent que les hiéroglyphes demandent une double lecture, intellectuelle pour le sens, auditive pour la prononciation. Ce point est essentiel, car il montre que l'écriture ne naît pas comme une simple transcription mécanique de la parole. C'est d'abord un système culturel complexe qui articule images, sons et sens. Comprendre cela permet de mieux saisir pourquoi les alphabets ultérieurs se détacheront progressivement de l'image pour se concentrer davantage sur la phonétique. La diapositive suivante nous fera justement suivre ce tournant majeur, le passage vers des signes de plus en plus sonores, notamment avec l'alphabet phénicien. Nous arrivons ici à un moment décisif de l'histoire de l'écriture, le passage du symbole visuel au signe sonore. Pour l'imaginer, on peut partir d'une image mentale simple. Au départ, un dessin représente une chose. Peu à peu, ce dessin cesse d'être important pour ce qu'il montre et devient important pour le son associé à son nom. Autrement dit, le lien avec l'objet s'efface au profit de la valeur phonétique. C'est ce basculement qui façonne notre alphabet moderne. Le premier phénomène à souligner est donc l'érosion du sens visuel. Dans les systèmes plus anciens, beaucoup de signes sont encore liés à l'image de l'objet. Mais ici, la représentation s'éloigne progressivement de la chose elle-même pour renvoyer à son nom, puis au son initial de ce nom. Le symbole n'est plus une image descriptive, il devient un repère phonétique. L'alphabet phénicien, apparu il y a environ 3000 ans, marque une étape majeure de cette évolution. Il est l'ancêtre d'une grande partie des alphabets ultérieurs. Dans la présentation, il est décrit comme strictement syllabique, sans voyelles explicites. Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est qu'il fonctionne essentiellement sur une base consonantique. Il note les sons structurants du mot, sans indiquer directement toutes les voyelles. Cette économie de signes est d'une efficacité remarquable. Elle réduit considérablement le nombre d'unités nécessaires pour écrire. Cela facilite le commerce,
la circulation des informations et l'apprentissage d'un système graphique relativement compact. La propagation de cet alphabet tient beaucoup aux échanges commerciaux et culturels. Les Araméens ont joué un rôle majeur dans sa diffusion, de l'Égypte jusqu'à l'Indus. Son influence a été durable sur de nombreux systèmes de la région, notamment l'hébreu et différentes traditions d'écriture sémitique et orientale. Cette diffusion montre que l'histoire de l'écriture n'est pas une succession isolée d'inventions locales, mais un réseau de transmission, d'adaptation et de transformation. On observe aussi que certains systèmes orientaux, comme le brahmi en Inde ou le kana japonais, conservent une logique syllabique, où un symbole correspond à une syllabe prononcée. Cela prouve que le tournant phénicien n'aboutit pas à une seule solution universelle. Il ouvre plutôt un champ de possibilités qui se développe différemment selon les besoins phonologiques et culturels des langues. Ce qu'il faut retenir de ce moment, c'est qu'il s'agit d'une rupture conceptuelle. L'écriture cesse d'être prioritairement représentation du monde pour devenir notation du langage oral. C'est cette transformation qui permettra ensuite l'invention d'alphabets plus précis, plus souples et plus facilement adaptables. Nous allons maintenant voir comment les Grecs vont reprendre ce système, jugé insuffisant pour leur langue, et lui apporter une innovation décisive, l'intégration explicite des voyelles. Nous venons de voir comment les Phéniciens ont fait basculer l'écriture vers un système de notation sonore. Les Grecs vont pousser cette logique plus loin encore en transformant un système déjà existant pour l'adapter à leur propre langue. Les Grecs ont repris les signes phéniciens, mais comme ceux-ci étaient conçus pour une langue sémitique, il ne suffisait pas à rendre avec précision la phonologie grecque. Il a donc fallu les modifier. Première étape, l'adaptation. Les Grecs s'approprient les 22 signes phéniciens, mais ils constatent que certains ne correspondent pas aux besoins de leur langue. Ils les conservent en partie pour noter certaines consonnes, mais ils identifient aussi des signes devenus inutiles dans leur propre système. Deuxième étape, la révolution. Plutôt que d'inventer de toutes nouvelles lettres à partir de rien, ils réaffectent certains signes disponibles à une fonction nouvelle, la notation des voyelles. C'est une décision d'une portée immense. Elle instaure un principe beaucoup plus rigoureux. Un signe correspond à un son. Cela réduit fortement l'ambiguïté, car les voyelles, jusque-là absentes ou seulement implicites, deviennent visibles dans l'écriture. Cette innovation améliore considérablement la précision. Un lecteur n'a plus autant besoin de s'appuyer sur le contexte pour restituer la prononciation ou le sens exact d'un mot. La retranscription devient plus fidèle, la lecture plus sûre, la copie plus fiable. Cette précision n'est pas seulement technique, elle a des conséquences culturelles majeures. Un système où les voyelles sont inscrites facilite l'enseignement, l'alphabétisation, la diffusion des textes, la fixation des œuvres littéraires, philosophiques, scientifiques et juridiques. On comprend alors pourquoi cette innovation a joué un rôle décisif dans la diffusion de la culture grecque et, plus tard, dans la transmission des savoirs antiques. Troisième point, l'héritage. L'alphabet grec servira de base à d'autres grands alphabets, notamment l'alphabet latin, et, par des transformations ultérieures, l'alphabet cyrillique. Autrement dit, l'idée grecque de rendre les voyelles visibles a façonné les systèmes graphiques utilisés aujourd'hui par une immense partie de l'humanité. On peut dire, de manière imagée, que sans cette innovation grecque,
nous lirions encore des textes composés essentiellement de consonnes, ce qui rendrait la lecture beaucoup plus ardue. Dans la suite, nous allons observer comment ces formes anciennes ont continué d'évoluer visuellement. Nous passerons ainsi de la logique phonétique à l'évolution graphique elle-même, en suivant la transformation des signes phéniciens en lettres grecques, puis latines. Nous venons de voir les racines sémitiques et l'apport grec. Regardons maintenant comment les signes se transforment visuellement au fil du temps pour devenir les lettres que nous connaissons aujourd'hui. Quelques lettres clés permettent de suivre une progression graphique allant des formes phéniciennes figuratives aux caractères grecs, puis latins, avec de profondes transformations morphologiques. Prenons d'abord Aleph, puis Alpha, puis A. À l'origine, Aleph représentait une tête de bœuf. Il s'agissait d'une forme encore figurative, reconnaissable comme image stylisée d'un animal. En passant au grec, cette figure devient alpha, puis, dans l'alphabet latin, elle se simplifie progressivement en A. Ce signe, aujourd'hui perçu comme une simple forme géométrique, est donc l'aboutissement d'un très long processus de stylisation. On peut dire que notre A est un ancien pictogramme qui a oublié son origine. Regardons ensuite Bet, puis Bêta, puis B. Bet signifiait maison et renvoyait à une structure fermée, à une forme d'abri. Avec le grec, puis avec le latin, cette forme se transforme. Le B latin à double boucle montre comment une structure figurative a pu évoluer vers une lettre abstraite tout en conservant, de manière très lointaine, un principe de composition interne. Troisième exemple, Guimel, puis Gamma, puis C ou G. La forme ancienne évoquait un angle, un bâton, une structure simple. Avec le temps, cet angle se simplifie et se reconfigure, donnant des variantes différentes dans les alphabets ultérieurs. Quatrième exemple, Dalet, puis Delta, puis D. Dalet signifiait porte. En grec, on obtient delta plus triangulaire. En latin, la forme s'arrondit partiellement pour donner le D que nous connaissons. Cette évolution reflète aussi l'adaptation aux outils d'écriture, qu'il s'agisse du calame, du roseau ou de la plume. Enfin, E, puis epsilon, puis E. Ici, on observe une stabilisation progressive des barres horizontales. Le E latin devient une forme très régulière, facile à reproduire, particulièrement adaptée aux usages fréquents, à la copie et plus tard à l'impression. Ces transformations ne sont pas purement esthétiques. Elles répondent à des besoins pratiques. Rapidité d'inscription, lisibilité, reproductibilité, adaptation aux outils et compatibilité avec les conventions graphiques d'une culture donnée. On peut aussi remarquer une tension constante entre deux forces. D'un côté, la mémoire figurative, c'est-à-dire le lien ancien avec l'objet ou l'image d'origine. De l'autre, l'abstraction fonctionnelle qui pousse vers des formes plus simples, plus géométriques, plus maniables. Comprendre que les lettres de notre alphabet ne sont pas apparues toutes faites. Elles sont le résultat d'un long oubli de leur dimension picturale.
Nous allons maintenant élargir le regard à une autre catégorie de signes écrits: les chiffres, leur naissance, leur circulation et leur standardisation. On voit ici une transformation progressive, des formes encore proches du dessin vers des signes de plus en plus abstraits et géométriques. Ce mouvement ne concerne pas seulement l'apparence des lettres. Il s'inscrit dans une diffusion beaucoup plus large à travers les cultures et les langues. Lorsqu'on élargit le regard, on constate que ces lettres ne disparaissent pas. Elles se transforment et circulent. Un même signe d'origine peut donner naissance à plusieurs formes selon les traditions linguistiques: hébreu, arabe, grec, latin, cyrillique ou arménien. Ce tableau permet de suivre cette filiation. Chaque ligne correspond à une lettre d'origine, souvent associée à une signification concrète, comme bœuf, maison ou porte. À partir de cette base, on observe différentes évolutions selon les systèmes d'écriture. Certaines formes restent proches, d'autres s'éloignent fortement en fonction des besoins phonétiques, des supports d'écriture et des traditions culturelles. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'alphabet n'est pas une invention figée, mais un système vivant qui se transforme en circulant. On passe ainsi d'un ensemble de signes liés à des objets concrets à un réseau complexe d'écriture capable de représenter des sons, des langues et des cultures très différentes. Après l'histoire des lettres, intéressons-nous maintenant à celle des chiffres. L'histoire des chiffres raconte une véritable odyssée qui a transformé des symboles nés dans un contexte local en systèmes numériques utilisés aujourd'hui dans le monde entier. Elle montre que les chiffres que nous employons chaque jour résultent d'un long parcours culturel entre l'Inde, le monde arabe et l'Europe. Commençons par les origines indiennes. Les chiffres de 1 à 9 apparaissent en Inde dès le IIIe siècle avant notre ère. Ils ne constituent pas seulement une suite de symboles isolés, mais s'inscrivent dans une tradition mathématique vivante liée au calcul, à l'astronomie et à la tenue des comptes. La recherche d'efficacité dans les opérations pousse à créer des signes simples, réutilisables et compatibles avec un système de calcul de plus en plus élaboré. Cette innovation est déjà en elle-même remarquable, notamment par contraste avec des systèmes additifs plus lourds, comme les chiffres romains, qui rendent les opérations plus difficiles. Mais l'étape décisive est celle du zéro. Le concept du zéro apparaît en Inde sous la forme de sunya, c'est-à-dire le vide. Cette idée passe ensuite dans le monde arabe sous le terme cipher, qui donnera plus tard des mots apparentés au zéro et aux chiffres. L'importance du zéro est immense. Il ne s'agit pas seulement d'un signe supplémentaire, c'est une révolution conceptuelle. Le zéro permet le système positionnel complet. Sans lui, la notation moderne des nombres serait extrêmement limitée et une grande partie du calcul mathématique, de l'algèbre et des sciences quantitatives deviendrait impraticable ou beaucoup plus lourde. Les chiffres voyagent ensuite vers l'Occident, notamment par l'Italie au XIIIe siècle, grâce aux commerçants, aux savants et aux manuscrits traduits depuis le monde arabe. Leur adoption n'est pas immédiate. Comme souvent, une innovation technique doit traverser non seulement des distances géographiques, mais aussi des résistances culturelles, des habitudes administratives et des traditions savantes déjà établies. La standardisation s'accélère avec l'imprimerie. La date 1465, associée à Gutenberg, renvoie au moment où la reproduction mécanique des signes
facilitent leur uniformisation, leur enseignement et leur diffusion à grande échelle. Ce parcours montre que les systèmes d'écriture et de numération sont le résultat d'un métissage culturel. Le mot chiffre partage d'ailleurs la même racine que le 0 arabe, ce qui rappelle la circulation historique des concepts entre les civilisations. Cette histoire est un excellent exemple de savoir construit collectivement. Aucun peuple n'en détient seul l'invention finale. Il s'agit d'une chaîne d'élaboration, de transmission et d'appropriation successives. Nous allons maintenant élargir encore la perspective pour considérer non plus seulement les signes, mais les supports matériels qui ont permis leur conservation et leur diffusion à travers le temps. Nous avons suivi l'évolution des signes eux-mêmes. Regardons maintenant l'évolution des supports qui ont permis à ces signes de circuler, de durer et de transformer l'accès au savoir. Chaque innovation technique dans le domaine de l'écrit redéfinit les conditions de transmission de la connaissance. Du cunéiforme aux outils numériques, chaque support change la manière dont les sociétés conservent, transportent, diffusent et contrôlent l'information. Commençons par les tablettes, vers 3300 avant notre ère, en Mésopotamie. Les premières tablettes cunéiformes servent de support administratif et d'archivage. Elles fixent des transactions, des inventaires, des décisions ou des lois. Leur rigidité limite la quantité d'informations que l'on peut y consigner facilement, mais elle garantit une forte permanence du message. Puis apparaît le papyrus, vers 1900 avant notre ère, au Canaan. Le papyrus introduit une amélioration considérable en termes de portabilité. Les textes peuvent être plus longs, enroulés, transportés, conservés différemment. Cette innovation favorise la circulation des documents, des récits, des textes religieux et des échanges culturels. Viennent ensuite les parchemins, autour de 750 avant notre ère, notamment en Grèce. Produits à partir de peaux animales, ils sont plus durables et permettent une nouvelle forme de maniabilité. Ils favorisent l'apparition du codex, ancêtre du livre relié, qui remplace progressivement le rouleau. Cette évolution facilite la consultation, la conservation, la réécriture et l'annotation. Le papier, diffusé en Europe au XIVe siècle, marque une étape décisive. Fabriqué à partir de fibres végétales, il coûte moins cher, se produit en plus grande quantité et rend l'écrit beaucoup plus accessible. Il prépare ainsi les conditions techniques d'une diffusion massive des idées. L'imprimerie, en 1455, avec Gutenberg en Allemagne, constitue un tournant majeur. La reproduction mécanique des textes augmente radicalement la vitesse de circulation des écrits. Elle favorise la standardisation des langues écrites, la diffusion des œuvres, l'essor de la lecture et une profonde transformation sociale et intellectuelle. Le braille, mis au point en 1829, rappelle que l'innovation n'est pas seulement affaire de quantité ou de rapidité, mais aussi d'inclusion. Ce système tactile ouvre l'accès à la lecture et à l'écriture aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il élargit donc l'espace social de l'écrit. Enfin, la modernité des XIXe et XXe siècles associe la machine à écrire, le stylo, l'impression industrielle, puis les outils numériques. L'écrit devient à la fois plus personnel, plus reproductible, plus mobile et, avec le numérique, de plus en plus immatériel. On peut résumer cette longue histoire par un double mouvement.
Chaque nouveau support augmente soit la durabilité, soit la portabilité, soit l'accessibilité, et souvent les trois à la fois. Mais ces transformations ne sont jamais purement techniques. Elles redéfinissent aussi qui peut produire le savoir, qui peut y accéder et qui peut le contrôler. Nous allons maintenant synthétiser ces grandes distinctions entre oral et écrit et en dégager les principales perspectives linguistiques. Nous arrivons maintenant à une synthèse des distinctions essentielles entre l'oral et l'écrit, ainsi qu'aux grandes perspectives linguistiques qui en découlent. 4 axes majeurs permettent de synthétiser l'ensemble. La primauté de l'oral, la complexité de l'écrit, la fonction sociale du langage et son évolution constante. Ensemble, ces axes permettent de comprendre pourquoi parole et écriture se complètent tout en obéissant à des logiques différentes. Premier axe, la primauté de l'oral. L'oral constitue la base naturelle et universelle du langage. C'est par l'interaction que les enfants acquièrent leur langue maternelle, bien avant toute alphabétisation. Cette compétence repose sur une grammaire intuitive, faite de règles implicites, d'adaptation immédiate au contexte, d'intonation, de gestes et d'indices interactionnels. Dans une conversation, nous corrigeons, ajustons et reformulons en temps réel. Cette souplesse est constitutive de l'oral. Deuxième axe, la complexité de l'écrit. L'écriture est une technologie culturelle. Elle demande un apprentissage structuré, une familiarité avec des conventions graphiques et une maîtrise de systèmes de représentation plus abstraits. Son évolution, des pictogrammes vers les alphabets, montre qu'elle ajoute progressivement des couches de codage entre la pensée et sa représentation. L'écrit permet la conservation, la diffusion et la formalisation des idées, mais au prix d'une certaine distance par rapport à l'immédiateté de l'oral. Troisième axe, la fonction sociale. Le langage remplit à la fois des fonctions interactionnelles immédiates et des fonctions mémorielles et historiques. L'oral crée du lien social, coordonne l'action, permet la négociation du sens dans le présent. L'écrit, lui, construit la mémoire collective, conserve les lois, les archives, les récits fondateurs et les savoirs stabilisés. Pour comprendre une culture, il faut donc observer comment elle articule ces deux dimensions. Quatrième axe, l'évolution constante. Les supports et les médiums changent, du parchemin à l'écran, du face-à-face aux réseaux sociaux, du manuscrit au message vocal. Ces changements modifient la relation entre signifié et signifiant, entre production et réception, entre normes et usages. Le langage se transforme, de nouvelles formes discursives apparaissent, les normes évoluent, et la frontière entre oral et écrit devient parfois plus floue, notamment avec les technologies numériques et la multimodalité. Ces mutations rapides ont aujourd'hui des conséquences pédagogiques, sociales et culturelles importantes. Elles nous obligent à repenser l'enseignement de la langue, la circulation des savoirs, la distinction entre spontanéité et formalisation, et même notre manière de définir l'écriture elle-même. En définitive, ces 4 points montrent que l'oral et l'écrit ne sont pas opposés, mais complémentaires. L'un est immédiat, vivant,
interactif. L'autre est durable, structurant, mémoriel. Ensemble, ils façonnent à la fois la pensée individuelle et la mémoire collective. Il nous reste maintenant à conclure en revenant à une idée plus large, celle du rôle du langage dans la construction de notre pensée et de notre humanité commune. Pour conclure, prenons un instant pour relier tout ce que nous venons de voir à une idée plus fondamentale. Le langage n'est pas seulement un outil de communication. Il façonne la pensée, forge l'identité collective et soutient un dialogue continu à travers l'histoire. C'est cette relation profonde entre les mots, les signes, les supports et l'humanité qu'il faut retenir pour conclure. Quand on dit entre oral et écrit, il faut bien comprendre que ces deux modalités ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. L'oral porte la spontanéité, l'intonation, la présence, le contexte immédiat, l'ajustement en temps réel. L'écrit offre la réflexion, la permanence, la reprise, la distance critique et l'archivage. Chacune de ces modalités influence la manière dont nous conceptualisons les idées et construisons le sens. Dire que notre langage façonne notre pensée, c'est rappeler que les mots ne se contentent pas de décrire le monde. Ils orientent aussi nos perceptions, nos classifications, nos manières de sentir, d'agir et de nous représenter la réalité. Certains termes ouvrent des champs d'action. Certaines structures grammaticales favorisent certains cadres mentaux. Et certaines distinctions lexicales reflètent ou renforcent des sensibilités culturelles particulières. Changer le langage peut ainsi, à terme, transformer les représentations et les pratiques sociales. Dire que le langage façonne notre humanité, c'est encore élargir le propos. Le langage nourrit la mémoire collective, les récits fondateurs, les institutions, les traditions et les valeurs. Les différentes langues, les différents registres et les différentes formes d'écriture produisent des manières singulières d'organiser le monde et de transmettre l'expérience humaine. Enfin, parler d'un dialogue continu au cœur de notre histoire commune, c'est reconnaître le caractère dynamique du langage. Il se transforme par l'usage, par les contacts entre les peuples, par les crises, par les innovations techniques, par les médias et aujourd'hui par les environnements numériques. Ces transformations dessinent l'histoire sociale et culturelle des sociétés humaines. Merci beaucoup de votre attention.